Pendant un moment, je vous propose que nous approfondissions le thème de la méditation avec deux grands axes. Un, j'aimerais donner des repères qui permettent de réfléchir à ce que peut être la méditation dans une première partie. Et dans une deuxième partie, développer évidemment la méditation que nous pratiquons dans la Rose Croix d'Or, puisque aussi vous êtes venus pour ce séminaire et pour découvrir quelle est la méditation qui peut être vécue au sein de la Rose Croix d'Or. Après ces deux parties dans lesquelles je vais un peu parler, je vous propose qu'on ait un échange. Il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être aller un peu vite, il faudra revenir dessus ou approfondir certains aspects. La méditation, c'est quelque chose qui est très ancien. Je fais un petit point d'historique, c'est intéressant. Dans les traditions antiques de la vallée de l'Indus, de l'Égypte ou de la Mésopotamie, elle était déjà pratiquée. Les premières traces réelles écrites figurent il y a 4500 ans, 2500 ans avant notre ère, dans un livre de médecine chinoise qui évoque la pratique de Zhanzhuang et qui était des formes de mélange entre des postures et des pratiques de méditation. Plus tard, nous retrouvons évidemment, qui est très connu, mais il y en a beaucoup d'autres, mais toute l'impulsion du Bouddha. Juste un peu après aussi, qui n'est pas trop connu, nous avons Socrate, qui pratiquait l'Artemis Pix, qui était une gymnastique ésotérique dans laquelle ça lui permettait aussi de faire des pratiques méditatives. Et puis après, évidemment, il y a tout un ensemble de pratiques qui se sont développées au cours des siècles, mais on peut même imaginer que bien avant cette dimension proche de nous, historique on va dire, dès la préhistoire, les groupes humains, les sociétés, les micro-sociétés pratiquaient déjà la méditation. D'abord, ils avaient un lien avec la vie et la nature extrêmement proche, pas du tout conceptuel, mais je dirais plutôt de syntonie. Ils étaient aussi confrontés très tôt avec la dimension éphémère de la vie. C'était aussi des tribus dans lesquelles le langage était très peu développé par rapport à aujourd'hui, donc des vies beaucoup plus intériorisées. Et enfin, on peut aussi voir une pratique de la méditation beaucoup plus collective, parce qu'ils vivaient dans une syntonie entre leur groupe et la nature. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les archéologues revisitent un petit peu les explications sur les traces, un ensemble de traces préhistoriques, de l'humanité préhistorique, dans laquelle ils donnent de plus en plus une orientation sur des pratiques rituelles et cultuelles. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de pratiques méditatives très très différentes. Les plus connues, Vipassana, bouddhique, zen, transcendantal, le mindfulness que vous connaissez sans doute aussi. Ce qu'on appelle aussi le MBSR, c'est-à-dire qui sont des pratiques de méditation appliquées, c'est-à-dire le mindfulness based on stress reduction, ça veut dire la réduction du stress par la pratique de la méditation en pleine conscience. Vous avez aussi des pratiques de méditation guidée, active, en mouvement, de génération 3D, des pratiques aussi de méditation technologique qui sont basées uniquement sur des sons fabriqués et qui finalement placent la conscience dans les mêmes ondes qu'on peut avoir dans des pratiques de méditation, sur les ondes alpha, etc. Donc il y a beaucoup de types de pratiques de méditation, mais ce qu'on observe de façon générale au long de l'histoire, c'est qu'on a eu beaucoup de méditations sacrées au début, qu'à un moment donné, elles sont passées plutôt sur des méditations psychiques et qu'elles deviennent de plus en plus aujourd'hui des méditations corporelles énergétiques. Alors on ne va pas développer toutes ces voies méditatives, on en aurait pour des jours et des jours. Mais par contre, voilà, je vous propose d'essayer de positionner quelques repères qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans la méditation et quelle grande typologie de méditation il existe. Et puis dans un deuxième temps, rentrer en détail dans la pratique méditative de la Rose Croix d'Or. Alors, une définition peut-être pour commencer, des critères. Si je prends une définition du dictionnaire, si vous faites ça, vous allez voir, vous allez être un peu déçus. Des définitions, elles sont un peu simplistes souvent.
C'est-à-dire soit c'est de la concentration en profondeur sur un sujet, qui est une vraie pratique aussi de la méditation, c'est-à-dire de vraiment se focaliser sur un sujet. Et un autre aspect, c'est d'appliquer son esprit aux vérités religieuses. C'est la définition du Larousse, par exemple, qui est assez généraliste quand même. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la racine étymologique du mot « méditer ». Parce que la racine en elle-même nous livre les grands axes de la pratique de la méditation. C'est une racine indo-européenne qui a deux radicaux qui sont med, M-E-D, et mod, M-O-D, et qui donne 4 orientations. Et j'y reviendrai par la suite parce que justement, ces orientations étymologiques construisent notre pratique méditative. Un des axes étymologiques est med, qui a fait le mot médecin ou remède, par exemple. Ça veut dire que méditer, c'est guérir. C'est un premier axe. Le deuxième, c'est aussi toujours avec cette racine med, qui est le média ou l'intermédiaire, le médiateur. C'est-à-dire celui qui relie deux choses. Et méditer, c'est mettre deux choses en connexion les unes avec les autres. Un troisième aspect de la racine, c'est celui de médium, de milieu, qui avait aussi ce sens de comportement mesuré, et le médium aussi d'être au centre des choses. Et ça nous renvoie, c'est intéressant, à la pratique du Tao, la voie du milieu, qui s'extrait des forces opposées pour être au centre. Et méditer, c'est être au centre des choses. Et enfin, la quatrième racine, orientation étymologique, la racine MOD, qui a donné les mots modèle, ou la mode aussi. Et méditer, c'est modéliser, c'est-à-dire générer une réalité de vie, en fait, nouvelle, un modèle de vie nouveau. Voilà, ça c'est pour les dimensions étymologiques, mais je les redévelopperai plus tard quand on rentrera dans l'approfondissement des pratiques. Aujourd'hui, c'est intéressant quand on aborde la réflexion sur la méditation, il y a 3 questions invariantes à se poser. La première, c'est quel est le point d'appui, le point focal de la méditation? Qu'est-ce que je mets au centre de ma méditation? La deuxième question, c'est à quoi je me relie, justement. Méditer, c'est se relier, c'est être l'intermédiaire de deux choses. Donc il y a ce facteur de liaison. Et on doit se demander, c'est à quelle réalité énergétique, vibratoire, etc., je me relie? À quel modèle je me relie? Et enfin, la troisième question, c'est quelle est l'intention? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je recherche par ma pratique de la méditation? Et en fonction de ces 3 questions et de comment on y répond, il y a toutes les gradations de toutes les pratiques méditatives qui existent et qui sont pratiquées aujourd'hui et depuis très longtemps. Mais finalement, on peut les catégorifier de façon pédagogique, je vais dire, en 3 grandes catégories. Il y a les méditations personnelles, les méditations transpersonnelles, fusionnelles, et les méditations spirituelles. Alors je vais essayer justement de préciser chacune de ces typologies de méditation, parce que c'est important de comprendre justement quand on veut pratiquer une méditation, qu'est-ce qu'on met en mouvement et qu'est-ce qu'on attend, quelle est notre intention. Les méditations personnelles, et je parle bien de les méditations personnelles et pas la méditation personnelle, parce qu'elles sont très nombreuses. Les méditations personnelles ont comme point d'appui nous-mêmes, ou une partie de nous-mêmes. Que ce soit notre conscience, que ce soit un autre centre de conscience de l'être humain, que ce soit le cœur par exemple, que ce soit des organes du corps, des parties du corps elles-mêmes, ou la totalité de ce que nous sommes, de notre être. C'est, dans les pratiques de méditation personnelle, c'est toujours nous qui sommes au centre du débat et de l'enjeu. Nous sommes le point focal de la méditation, de façon très différente d'ailleurs, c'est-à-dire soit par concentration, soit au contraire par retrait de soi-même, soit par observation de soi-même, observer ses pensées, observer ses émotions, des choses comme ça par exemple. Mais il y a toujours la conscience individuelle et l'être humain que nous sommes qui est mis au cœur de ces pratiques-là. Elles se relient généralement à différentes
différentes parties de nous-mêmes ou différents centres énergétiques de l'être ou extérieurs à l'être qui viennent quelque part justement apporter un apaisement, une guérison, un apport de compréhension, un apport de conscience. On se relie ainsi à des champs qui viennent compléter ou ajouter ou équilibrer ce que nous sommes. Et généralement, elles ont pour objectif, effectivement, soit tout simplement un équilibrage énergétique, soit un approfondissement d'un sujet, les pratiques méditatives d'approfondissement et de compréhension, de pouvoir visualiser, par exemple, un questionnement que nous avons dans notre vie, par exemple. Elles ont aussi pour but de développer, par exemple, le pouvoir de concentration, le pouvoir de créativité, des choses comme ça. Alors évidemment, ces pratiques personnelles sont aujourd'hui les pratiques qui sont les plus utilisées. Elles sont très efficaces. On a parlé, j'ai évoqué tout à l'heure la MBSR, qui est apparue dans la fin des années 70 aux États-Unis, au Massachusetts, par quelqu'un qui est de l'ordre de la médecine, et qui a appliqué ça dans un contexte médical, justement pour enlever, pour essayer de soulager les souffrances au départ des patients, et qui a étendu, ces pratiques se sont étendues, le MBSR s'est étendu finalement à tout ce qui était à un moment donné problématique dans la vie, soit par douleur, soit par stress, soit par posture professionnelle qui amenait des niveaux de stress ou qui demandait des niveaux de concentration extrêmes et très performants en permanence. Voilà, donc ce sont des pratiques qui sont assez clairement définies avec des modes opératoires très précis et qui ont des résultats assez rapides et assez efficaces. C'est pour ça qu'elles se sont développées. Elles sont passées du monde, je dirais, plutôt médical, dans des modes professionnels. Elles se pratiquent. Alors en France, on est en retard un petit peu sur les sujets, mais il y a plutôt les pays anglo-saxons, en tout cas, sont assez à l'avance dessus. Donc dans les entreprises, et évidemment, rien n'est gratuit, on est d'accord. Si dans une entreprise on pratique ça, c'est pour rendre les employés plus productifs. Mais ça se développe aussi dans les écoles, par exemple, auprès des jeunes, qui sont aussi dans des états de temps en temps sous tension, etc., pour les aider à s'intérioriser, à se poser un petit peu. Et aussi dans les prisons, par exemple, c'est des pratiques qui sont aussi mises en œuvre au niveau des prisons. Ça, c'était les pratiques personnelles en général. Il y a d'autres pratiques de méditation. La deuxième grande catégorie, ce sont les pratiques de méditation, ce que j'appelais transpersonnelles ou fusionnelles. Je ne vais pas trop les développer. Pourquoi ? Parce que ce sont des pratiques à risque et donc nous les déconseillons. Voilà. Alors en gros, ça concerne quoi ? Ça concerne à connecter une partie de notre conscience et à ouvrir une porte de notre conscience ou à fusionner avec des aspects supérieurs, je dirais, énergétiques et magnétiques de notre système, d'un maître extérieur ou d'un champ collectif extérieur. Et elles peuvent avoir aussi certaines d'autres pratiques qui sont toujours dans ce cadre-là, mettent aussi en mouvement les dimensions très énergétiques, la dimension structurelle énergétique de l'être qu'on essaye quelque part un petit peu de forcer ou d'orienter d'une façon ou d'une autre. Et quand même, c'est des pratiques qui peuvent se révéler plutôt à risque. C'est pour ça que nous les déconseillons totalement. Enfin, la troisième grande catégorie de méditation, ce sont les pratiques spirituelles, parce qu'il y en a aussi évidemment plusieurs. Les pratiques spirituelles, elles ont quelque chose de déroutant, c'est que le point d'appui n'est aucun aspect, aucun organe, ni aucune partie de l'être humain. Alors vous pouvez vous demander, mais comment je peux méditer si ça ne part pas de moi-même ? C'est justement ça, une pratique purement spirituelle. C'est que le point d'appui, c'est le principe spirituel dans l'homme. Mais le principe spirituel dans l'homme, ce n'est pas un organe humain. Et on va développer plus tard, pendant la conférence, tous ces aspects, parce que ce sont des aspects importants à comprendre et à commencer à percevoir et à mettre en œuvre. Et donc les pratiques spirituelles s'appuient uniquement
sur le principe spirituel qui est présent en chaque être humain. Elle ne s'appuie donc pas sur les organes, pas sur les centres de conscience, pas sur les chakras, pas sur les kundalini, ni quoi que ce soit. D'abord, tout part de ce principe spirituel. Et quelle est l'action de liaison? C'est que ce principe spirituel se relie au champ spirituel universel, ou au champ spirituel, par exemple, qui est généré par les écoles spirituelles, dont c'est la mission depuis tout le temps. L'objectif de ces pratiques de méditation spirituelle, quelle qu'elle soit, est toujours la reconstruction complète, ou en partie, mais au milieu complète, de la réalité de l'être spirituel. C'est-à-dire que quand on parle de dimension spirituelle, à un moment donné, il faut percevoir ou faire l'expérience que c'est une réalité qui n'est pas conceptuelle, mais qui est, on pourrait dire, physiologique, même si c'est une autre physiologie que la physiologie humaine, et que comme toute physiologie de vie, il y a d'abord un principe, après il peut y avoir une conscience, et après il peut y avoir une réalisation, un être. Voilà, hein. Donc l'objectif des pratiques spirituelles, c'est pouvoir justement reconstruire la totalité de l'être spirituel, conscience et corps, on pourrait dire être. Voilà, je voulais juste donner des grandes... Alors c'est un peu pédagogique, hein, je suis désolé, ou peut-être c'est bien, j'en sais rien, mais des grandes lignes qui nous permettent comme ça d'identifier, en tout cas de se positionner nous-mêmes quand on fait des pratiques de méditation, à quelle catégorie finalement, dans quelle catégorie je suis. Ça veut dire pas le fait d'être dans une catégorie ou d'une autre, ça n'a pas d'intérêt, mais qu'est-ce que je mets en mouvement en moi-même? Qu'est-ce qui est concerné en moi quand je médite et à quoi je me relie? Parce que ça, c'est vraiment important de savoir à quoi on se relie. Hein, il y a beaucoup de réalités aujourd'hui très... Vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui, ou le questionnement en tout cas qu'il faut avoir aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut l'être. Et je dis ça par rapport aux pratiques, par exemple, de méditation fusionnelle et transpersonnelle. C'est que nous sommes une luciole avec notre conscience. Nous sommes une toute petite luciole. Et si je compare la luciole avec la lumière du soleil, vous imaginez le delta de potentiel qu'il y a? C'est énorme. Et dans certaines pratiques de méditation, on essaie de rentrer en contact avec des sphères énergétiques, intérieures ou extérieures, qui en fait ont un peu ce même delta d'intensité. Et donc, évidemment, devant une telle différence, le risque, c'est de penser que nous sommes dans des pratiques spirituelles. Or, ce n'est pas forcément le cas. Hein. C'est pour ça que je me permets d'évoquer ces catégories de façon à ce qu'on puisse s'interroger sur nos pratiques réelles. Alors ça, c'était la première partie où on posait des repères, définitions, étymologie, des questionnements un peu qu'il faut toujours se poser. Quel est notre point central, notre point focus, à quoi je me relie et pour quelle intention? Et ces trois grandes catégories. Et maintenant, on aimerait aborder avec vous la pratique méditative qui est proposée, en tout cas qui est pratiquée, la méditation qui est proposée dans la Rose-Croix d'Or et qu'on a appelée la méditation de l'âme. On aurait pu lui donner un autre mot, hein, peu importe, mais... alors, on va essayer de rentrer, cette fois-ci, dans quelque chose qui est un peu plus précis de nous-mêmes. La pratique de la méditation de l'âme s'appuie finalement sur deux champs de la méditation. Une partie qui concerne la méditation personnelle, des aspects de la méditation personnelle, et une grosse partie, qui est le cœur central, qui est des pratiques de méditation spirituelle. Parce qu'évidemment, la Rose-Croix d'Or est une école spirituelle, et le gros de sa pratique, et l'objectif, c'est effectivement d'être en état de méditation spirituelle. Mais vous avez compris que les méditations spirituelles partent sans racine sur le principe central spirituel dans l'être. Mais ce n'est pas nous, ce principe spirituel. Pourtant, nous sommes là, nous existons, et nous allons devoir accompagner tous les développements qui ont lieu sur la base de ce principe. Et c'est pour ça que dans la pratique de la méditation de l'âme, il est complètement tenu compte de ce que nous sommes, de notre personnalité, et qu'il y a aussi des pratiques de méditation personnelle. Nous allons reprendre pour ça les 4 niveaux étymologiques, les 4 racines étymologiques. Se centrer, se relier, modéliser, guérir.
Une partie de la pratique de la méditation personnelle dans la Rose-Croix d'Or, c'est se demander quel est le centre en tant qu'être, qu'est-ce que je suis comme conscience? Qu'est-ce que c'est ma nature? Qu'est-ce que c'est ma réalité? Et pour ça, vous devez effectivement méditer sur vous. Observez ce que vous êtes. Qu'est-ce qui vous meut dans la vie? Comment vous réagissez? Quelles sont vos pensées publiques et vos pensées privées? Quelles sont vos émotions réelles? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? C'est votre nature intime qu'il faut regarder, mais c'est votre nature personnelle purement, qui est complexe, parce que notre nature personnelle, elle est faite de nous, de nos parents, de notre éducation, de l'espace, dans le spatio-temporel, je dirais, dans lequel nous sommes, l'époque. Hein, vous êtes né maintenant, vous êtes comme ça, vous seriez né il y a 2500 ans, vous n'auriez pas votre conscience. Vous êtes aussi né d'une nation, ça participe beaucoup de ce que vous êtes. Si vous étiez né d'un autre pays, vous aurez d'autres comportements, d'autres consciences. Donc la méditation personnelle, de se savoir qui on est, c'est aussi quelque chose d'important. Observer. Et évidemment, ce n'est pas se juger. Observer, ce n'est pas réagir. Hein, on a dit que c'était l'idée de ne pas être dans les opposés. Donc à un moment donné, il faut pouvoir tenir bon, surtout dans certaines cultures comme les nôtres, qui ont peut-être été, par l'histoire, infléchies par des dimensions, je dirais, un peu de culpabilité, la notion du péché, des choses comme ça, qui sont anciennes, qui peut-être certains n'ont pas du tout vécu ça culturellement, mais qui sont présents dans notre sang collectif quelque part, et donc en nous-mêmes. Donc il faut apprendre aussi à prendre du recul justement par rapport à ça, et pouvoir se relier à un projet qui est qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je sens que je pourrais être. Parce que quand vous réfléchissez à la vie, de façon intense et profonde, avec votre conscience, avec votre culture, avec vos échanges, avec ce que nous faisons maintenant. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous méditons, nous nous relions à un projet, nous réfléchissons ensemble. C'est une des formes de pratique personnelle de méditation. Et en faisant ça, nous nous relions à un projet aussi de qu'est-ce que peut être la vie, comme nous l'avons entendu juste là, il y a 5 minutes. Le temple extérieur, c'est le reflet du temple intérieur que nous pouvons construire. C'est une définition intellectuelle de dire ça. Mais c'est déjà une orientation de vie. C'est déjà peut-être l'idée de vouloir réaliser ce temple intérieur. Même si ça reste une approche intellectuelle, c'est une orientation dans laquelle, finalement, dans laquelle on commence à se relier à un modèle de vie. Un modèle de vie qui peut être la reconstruction du temple intérieur. Ça reste théorique au début, mais ça commence à organiser notre vie, nos pensées, nos désirs de lecture, nos désirs de rencontre. Donc c'est bien nos actes que nous faisons personnellement autour de ce projet de vie. Et c'est pour ça qu'il y a cette 4e dimension de la guérison aussi, parce qu'en faisant ça, nous nous demandons aussi finalement, ok, quel est mon lien avec les autres? Est-ce que je suis si éloigné des autres? Ou est-ce que nous ne faisons pas partie de la grande famille humaine? Et si je fais partie de la grande famille humaine, alors les autres c'est moi et moi je suis les autres. Et donc il y a toute cette réflexion par exemple sur la non-violence et la non-critique, le non-jugement par exemple. Mais ça, ce sont des actes très personnels que nous faisons. Mais faisant ces actes-là, nous commençons à établir une forme de guérison de notre système. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je fais une petite parenthèse, on parle d'écologie. Je ne vais pas développer ce sujet maintenant, sinon ça va être trop long. Mais quand même, l'écologie dont on parle, c'est que l'écologie chimique et gazeuse, quasi, hein, on est d'accord? Mais l'écologie du jugement et de la critique, pour l'instant, je n'entends pas beaucoup de gens en parler, alors qu'elle est beaucoup plus impactante dans nos vies. Hein, c'est pour ça que la méditation personnelle, c'est pouvoir commencer à réfléchir sur ce qui nous sommes, observer, s'orienter, échanger, commencer à respirer dans un nouveau modèle qui au départ effectivement reste théorique, et puis commencer à prendre des actes dans sa vie. Aussi par exemple, si je me dis « Ah ouais, si je suis en lien avec toute la nature, etc. », alors peut-être je vais aussi me demander ce que je fais avec les autres règnes, avec le règne animal. Est-ce que je dois devenir végétarien ou pas, par exemple?
Qu'est-ce que je fais avec ma conscience? Est-ce que je peux lui faire pénétrer n'importe quoi dans ma conscience et ça n'aura pas d'impact? Ou est-ce que je choisis d'être vigilant par rapport à ce qui rentre dans ma conscience? Voilà, hein, vous comprenez ces choses-là? Tout ça, c'est une pratique de la méditation personnelle et nous pratiquons cela dans la méditation de l'âme. C'est un des axes, une des faces de la méditation de l'âme. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres, nous commençons à nous mettre en mouvement, à nous interroger sur ce dont nous sommes porteurs comme projet, le plus intérieur de nous-mêmes. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a l'autre face, l'autre axe de la méditation de l'âme, qui est la méditation purement spirituelle, qui, elle, ne se pose pas de questions, parce que le principe spirituel en vous, il n'a pas de questions à se poser. Nous, nous posons des questions parce que nous ne savons pas, mais le principe spirituel, il sait exactement les choses. Quand on parle de principe spirituel, il faut vraiment découvrir en nous comment ce n'est pas un concept, comment ce n'est pas une idée ou juste quelque chose un peu flou, mais c'est quelque chose de matérialisé, on pourrait dire. Même si ce n'est pas un organe de la structure humaine biologique telle que nous la connaissons, c'est quand même un organe spirituel dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a une physiologie, qu'il y a des lois de fonctionnement, un rythme de développement, etc. Et ce principe spirituel, c'est quelque chose qui ne peut pas vous être enlevé. C'est quelque chose qui fait partie de votre être au sens global de ce que vous êtes. Et ce principe spirituel, c'est lui, à un moment donné, dans la méditation spirituelle, dans cet aspect de la méditation de l'âme, c'est lui qui est au centre des choses. Pour le coup, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans laquelle nous sommes au centre, et il y a une partie dans laquelle c'est le principe spirituel qui est au centre de toute l'attention. Et c'est lui, parce qu'il est au centre, qui va à un moment donné se relier au champ spirituel que l'on trouve de façon universelle tout autour de la planète et partout, mais aussi à travers le temps généré par des champs spirituels concentrés dans les temples de toutes les écoles des mystères de tous les temps et de tous les lieux. Et alors vous, quand vous allez physiquement, ce que nous avons fait il y a 5 minutes, nous sommes allés dans un temple, nous avons écouté des paroles, nous avons réfléchi, nous avons médité personnellement sur les symboles, sur ce qui nous était dit, sur l'atmosphère du temple. Et pendant ce temps, parallèlement à ce que nous faisions, il y avait notre principe spirituel qui, lui, se connectait purement et très directement au pur champ spirituel du temple. Et ça passe en dehors de vous, en dehors de nous. Mais faisant ça, il y a un nouveau modèle qui va être généré par ce principe spirituel. Le principe spirituel, c'est comme une graine, comme un noyau. Le noyau, il a tout le modèle de son développement futur. Et le principe spirituel, il a tout en lui, le développement de la construction de l'être spirituel futur que nous pouvons accomplir pendant notre vie. Alors c'est important de comprendre ça, parce que quand on parle de guérison, justement, il y a 2 natures de la guérison. Il y avait la nature, je dirais, personnelle, qui commence à se polariser, qui fait attention à sa conscience, qui fait attention à sa critique ou à son jugement, qui fait attention à un ensemble de choses progressivement, et qui fait attention, ou pas d'ailleurs, ça c'est libre à chacun. Mais parallèlement à ça, il y a aussi justement la guérison purement spirituelle, qui vient, elle, de la modélisation, c'est-à-dire de la réalité du plan de l'être spirituel qui va petit à petit se décliner au fur et à mesure que nous allons avoir cette méditation de l'âme et pratiquer tout au long de notre vie cette méditation de l'âme, qui va commencer à s'inséminer partout et qui va commencer à se construire jusqu'à reconstruire la réalité de ce plan qui est prévu et qui est contenu déjà dans ce principe spirituel. Alors nous insistons sur ce point sur ces 2 aspects, parce que souvent ils ne sont pas très bien compris, et ces 2 pratiques, 2 faces méditatives très différentes, mais qui se vivent simultanément en fait, tout au long, enfin qui peuvent se vivre simultanément. Et nous avons fait l'expérience au temple. Nous avons vécu simultanément ces 2 pratiques de la méditation. Mais il y en a une qui au départ nous échappe, parce que notre conscience ordinaire
n'a pas encore accès au plan spirituel et au plan de la conscience spirituelle qui se développe à l'intérieur de nous. Donc pendant un bon bout de temps, ça nous échappe un petit peu. Et cette pratique, vous comprenez, d'après ce que je dis, que cette pratique de la méditation de l'âme n'est pas un exercice. Ce n'est pas une pratique telle qu'on peut la voir comme une posture de je vais faire mon yoga ou ma méditation entre midi et 2 ou le soir après le travail. C'est un état d'être. C'est très différent. Vous comprenez la différence entre une pratique de 5 à 6 ou un état d'être. Un état d'être, c'est une réalité qui peut être permanente ou pas, mais c'est une réalité qui vous accompagne toute votre vie, que vous dormiez ou pas, que vous soyez conscient ou pas. Et la pratique de la méditation de l'âme, c'est être en méditation de l'âme. Et ça s'apprend, et ça peut se vivre de façon schématique, encore une fois. J'essaie d'être schématique pour donner des repères, on est d'accord, hein. Je sens que les repères, c'est toujours une limite à donner à des schémas, mais en 5 phases. Je pourrais me dire 6 ou 4, mais 5, je trouvais ça sympa. Non, c'est pas que je trouve ça sympa, c'est que ça représente surtout des réalités d'état, en fait. Il y a 5 phases de méditation qui conduisent, en fait, du principe spirituel tel qu'il est en tant que semence, en tant que projet, au principe spirituel émergent, conscientisé, vivant et révélateur de sa réalité d'être, en fait, totale. La première, c'est la méditation de la conscience. Première phase. C'est justement cette méditation dans laquelle nous commençons à découvrir en nous-mêmes, par une observation de nous-mêmes, par des échanges, par l'expérience qui est la nôtre, mais l'expérience inconsciente aussi de nous-mêmes et du monde. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls. Pas juste que nous sommes plusieurs, mais que nous ne sommes pas seuls en nous-mêmes. Et ce n'est pas une schizophrénie, pour être... C'est-à-dire que nous sommes aussi le colocataire avec un projet spirituel et qu'éventuellement nous allons pouvoir en tenir compte. Et que ce projet spirituel qui est notre colocataire, que nous découvrons à un moment de notre vie, il est avant nous. Et c'est plutôt nous qui louons sa maison, en fait, pour être très clair, en fait. Et nous devons faire cette découverte. C'est une découverte de la conscience. Et cette première phase de la méditation de la conscience arrive à ce résultat. Ça arrive au fait qu'à un moment donné, on conçoit et on perçoit cet autre locataire dans lequel nous vivons. Et que ce locataire, il a une réalité de vie extraordinaire et qu'en fait, c'est lui qui porte toute la vie que nous connaissons. La deuxième phase, c'est la méditation du trouble. C'est-à-dire qu'au début, nous sommes avec notre vie et nous cherchons. Et nous entrevoyons qu'il y a une autre réalité qui est possible. Mais à un moment donné, quand nous commençons à pratiquer de plus en plus clairement la méditation de l'âme, cette autre réalité de vie qui n'était qu'un projet, qu'une semence, elle commence à sortir, elle commence à s'activer. Donc nous n'avons plus juste un projet qui est latent, nous avons une vie qui s'exprime à l'intérieur. Ça veut dire que nous allons être porteurs d'une autre réalité qui commence à s'exprimer, un autre projet de vie qui est beaucoup plus puissant que nous et qui commence à exprimer en nous sa vibration et aussi ses exigences, qui ne sont pas forcément les nôtres. Le projet spirituel, que vous ayez une voiture rouge ou bleue, une piscine ou pas, c'est pas trop son souci en fait. Nous avons plein de préoccupations psychologiques, matérielles, affectives, plein. Le projet spirituel, il a une préoccupation. C'est qu'à un moment donné, il doit pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc, nous allons vivre un moment de trouble dans lequel nous allons être confrontés à une autre réalité. Jusque-là, nous étions un peu les seigneurs du domaine. Et nous commençons à considérer, ou à éprouver, c'est plus considérer, c'est éprouver, que c'est peut-être pas le cas et que
nous allons devoir plutôt prendre une posture de serviteur, en fait. Ce qui peut générer un trouble dans l'être. Alors, il y a une troisième phase. Après le trouble, des fois il y a l'éclaircie, mais non. Avant le trouble, il y a la persévérance et l'abîme. Il y a la méditation de la persévérance. C'est que, ok, maintenant il y a cette nouvelle réalité de vie qui s'exprime en moi. J'en tiens compte, je sens bien que je ne peux pas prendre tout l'espace, mais comment dire ça? La réalité spirituelle, c'est pas juste de la lumière qui est belle. Oui, c'est de la lumière qui est extraordinaire. C'est une vie qui est extraordinaire. Mais c'est aussi un feu. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est oublié. Hein, c'est-à-dire que la pratique de la méditation de l'âme, c'est aussi le courage de se confronter à ce feu spirituel à l'intérieur de nous, qui va commencer à déconnecter, désamorcer en nous tous nos liens avec la réalité de notre conscience ordinaire et du vivant. Toutes nos scories qui nous empêchent à percevoir cette réalité. Et nous en avons les nôtres, mais aussi nous avons un gros bagage à l'intérieur de nous, inconscient. Et tout ça, petit à petit, il va falloir que ça disparaisse, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que dans toutes les pratiques de méditation, il y a toujours une phase de la purification. Hein, la pratique de la méditation, c'est une alchimie. L'alchimie, ça se fait aussi avec le feu. Donc c'est pour ça qu'il y a une phase de la persévérance. Et de temps en temps, dans ces phases de la persévérance, il y a des phases de l'abîme. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir l'impression que nous sommes dépossédés complètement de ce que nous sommes. Ça fait partie du jeu, je dirais. C'est inévitable si vous souhaitez réellement aller dans ces phases de la méditation spirituelle. Mais par contre, après l'abîme, pour le coup, il y a vraiment la quatrième phase de la méditation qui est la phase de la percée ou de la paix retrouvée. C'est-à-dire que, évidemment, quand le principe spirituel commence à se connecter, au début, c'est pas grand-chose. Mais plus vous allez lui laisser de l'espace, plus vous allez faire qu'il soit nourri par un champ spirituel, alors, d'un projet, il va commencer à circuler à l'intérieur de notre système. Il va commencer à se concentrer lui-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste être un projet, il va se construire comme un gland de chêne va devenir un arbre qui fait 15 mètres de haut. Il prend du corps à un moment donné. Il prend de la conscience et il prend du corps. Et il va commencer à acquérir une existence propre, tellement concentrée en vous, qu'à un moment donné, elle va exister de façon inaltérable et indéfectible. Et ce moment-là est une grande paix dans votre système. Une paix que ce n'est pas juste certaines pratiques de la méditation, je donne un exemple, certaines pratiques de la méditation visent à faire qu'on soit moins sensible au stress, hein, c'est ce qu'on a dit par exemple. Mais ça n'enlève pas le stress, ça nous fait résister au stress. Mais la pratique spirituelle, dans cette phase de la méditation, de la paix retrouvée, fait qu'en vous, vous avez une nouvelle réalité de vie. C'est pas qu'elle résiste au stress, c'est qu'elle n'est pas sensible au stress. Il n'y a pas de stress dans cette réalité de vie. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de finitude, de mort, ça n'existe pas. C'est pas qu'elle résiste, c'est que ça n'existe pas dans sa nature. Et quand nous construisons cette réalité spirituelle à l'intérieur de nous, alors il y a réellement un retour d'une paix infinie et indestructible à l'intérieur de nous. Alors il y a une cinquième phase de la méditation de l'âme, qui est la méditation du service, parce que vous comprenez que l'âme, en fait, je discutais tout à l'heure avec une personne qui nous rappelait que la définition de Platon de l'âme, il disait l'âme c'est la communauté. L'âme c'est la communauté. Ça veut dire quoi? C'est que l'âme individuelle, ça n'existe pas. C'est de suite une globalité.
quelque chose qui est complet, qui est total. Et le principe spirituel, l'être spirituel, c'est cette réalité complète et totale qui est liée avec tout et toute chose, hein, ce qui nous était dit dans le service. Alors évidemment, quand on commence à vivre ces process de méditation dans lequel l'être spirituel se développe, alors nous sommes complètement concernés par la vie de toutes les vies qui existent. Et évidemment, nous allons nous mettre au service des autres afin de les accompagner, de les aider ou d'être là aussi pour qu'eux aussi découvrent cette réalité spirituelle qui est en eux et qu'ils puissent l'accomplir si c'est leur souhait. Alors ces 5 phases, je les ai mis évidemment quand on fait 5, il y a une chronologie, mais j'aimerais préciser quelque chose, c'est que ces phases, elles ne sont pas chronologiques, on ne vit pas l'une après l'autre, mais elles se vivent en spirale surtout. Ça veut dire que nous avons tous déjà vécu, à mon avis, déjà une ou plusieurs spirales de ces 5 aspects. Et que nous sommes juste invités à aller de spirales de toujours plus en plus précises, qui vont toujours plus construire cet être spirituel et lui donner une conscience et un corps, en fait. Alors un dernier point, question peut-être question pratique et impact. Où pratiquer la méditation de l'âme? Déjà à l'intérieur de vous, vous êtes le premier lieu de la pratique de la méditation. Parce que vous êtes votre temple intérieur, vous possédez déjà toute cette architecture. Le deuxième lieu là où pratiquer, évidemment, c'est dans les temples que les écoles spirituelles construisent, parce que ce sont des lieux dans lesquels le champ spirituel est concentré et il est aussi alimenté par la pratique d'un groupe d'hommes et de femmes qui vivent consciemment tous les aspects de ces chemins-là. Et puis, où aussi, un troisième où, c'est n'importe où. On n'est pas obligé d'être ici. Ça peut être quand vous allez au travail, sous la douche, n'importe quand, n'importe où de votre vie. Parce que justement, vous possédez tout l'instrumentarium avec vous, 24 heures sur 24. C'est une grande joie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été musiciens. Il y a des musiciens ici? Des pianistes? Est-ce qu'il y a un pianiste ici? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, ou eu ce sentiment, quand vous vouliez jouer du piano, vous dites « Ah ouais, mais moi je ne peux pas jouer n'importe où, parce que mon piano, c'est difficile à transporter. » Mais pour la méditation, vous n'avez pas de souci. Vous avez tout le temps avec vous. Quand? Quand, il y a peut-être des moments à dédier de notre journée. Pythagore, dans les vers dorés, évoque au moment du réveil et au moment du coucher, par exemple. Mais aussi des moments dédiés de notre vie, comme ce week-end. Vous avez dédié un week-end entier à la méditation. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps, mais vous avez dit, ce week-end, je viens à consacrer, dédier ce week-end à la méditation, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Toujours pour la même raison, c'est que nous sommes libres de ça. Nous pouvons entrer en connexion, en observation de nous-mêmes, mais en connexion spirituelle, parce que nous possédons ce principe spirituel n'importe quand dans notre journée. À quel rythme? C'est une question intéressante, parce que à quel rythme? Tout simplement au vôtre, mais aussi à celui de votre âme. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le nôtre, ce n'est pas forcément celui de notre âme. Et nous devons apprendre aussi à découvrir le rythme de notre âme. Alors l'impact que ça peut avoir sur notre vie, et sur le vivant en général, l'impact que ça peut avoir sur notre vie individuelle, c'est une expérience extraordinaire. C'est-à-dire, c'est sans doute l'expérience la plus folle que vous allez vivre de toute votre vie. Mais c'est passionnant. C'est passionnant de pouvoir découvrir les mondes intérieurs qui nous habitent, que nous véhiculons, dans notre plus grande simplicité, que nous sommes juste des êtres humains. Mais nous avons oublié que nous sommes des êtres humains extraordinaires, tout simplement, et qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent en nous. Et le chemin de la connaissance de soi et de la pratique méditative nous reconnecte à ça. C'est pour ça que... Qui c'est qui disait ça? Je ne sais plus quel sage disait, l'homme est un miracle.
L'homme est un miracle parce qu'il possède cette structure spirituelle et que par sa vie d'être humain mortel, il peut la faire reconstruire en fait. Donc c'est un impact énorme sur notre vie. Évidemment, il faut regarder aussi l'âme, hein, en regardant les rythmes de l'âme, mais en regardant son impact pour elle. Mais elle peut passer de l'état de projet latent à l'état de réalité libre, consciente. Ce qu'évoquait aussi le service. Hein, dans la guérison totale, à un moment donné, l'être peut continuer son développement dans les champs spirituels. Et ça, nous sommes pour l'âme l'occasion de cet accomplissement. Et puis évidemment, il y a un impact très fort sur les autres, hein, ce que nous disons. D'abord parce que nous allons avoir un regard très différent sur le vivant, les règnes et les autres, etc. Mais aussi parce que de plus en plus, nous allons être nous-mêmes les porteurs de ce nouveau modèle de vie. Nous sommes nous-mêmes, en nous modélisant dans le projet de l'âme, nous allons devenir l'âme, et donc un modèle. Et donc nous allons rayonner ce modèle aussi dans nos proches, dans notre entourage, etc. C'est un modèle silencieux, mais qui est extrêmement performant, dans lequel les personnes vont respirer dans ce modèle et être interrogées secrètement par lui. Hein, donc c'est un impact énorme sur la société. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses et je vous propose peut-être que on ait un échange si vous le souhaitez. Alors évidemment, il y a des choses on doit expliquer, rentrer dedans, être peut-être plus encore précis ou j'en sais rien. Mais peut-être c'est bien si on prend un temps pour avoir un échange avec vos interrogations ou si j'ai pas été clair sur certains trucs ou voilà. J'ai une petite réflexion au sujet de où. Donc vous dites dans un temple par exemple, la nature elle-même étant imprégnée de ce champ, est-ce que seul dans la nature, dans un coin qui semble propice, on ne peut pas obtenir le même résultat? Alors, il y a... Comment dire ça? Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses. C'est juste une compréhension de comment fonctionnent les champs spirituels. Hein. Le champ spirituel n'appartient à personne. Il est partout. Il est universel, donc il n'appartient pas à une religion, un mouvement, il n'appartient pas à la Rose-Croix d'Or, il n'appartient à personne. Donc partout où vous êtes, vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez y avoir accès dans la nature, mais vous pouvez y avoir accès dans une centrale nucléaire. Excusez-moi d'être provoque, mais c'est quoi le problème? Il est partout, donc il est partout, par définition. Donc vous pouvez y avoir accès partout. La question qu'on doit se poser, par contre, c'est... Et c'est pour ça que je parlais de discernement. Nous allons pouvoir entrer en contact avec le champ spirituel omniprésent et universel sur la base du principe spirituel qui est à nous, hein, on est d'accord? Mais nous devons apprendre, alors pour certains c'est très clair, pour d'autres peut-être pas, et c'est pour ça que je fais cette parenthèse. Est-ce que nous savons identifier la réalité du champ spirituel universel d'un champ qui serait harmonieux, mais pas spirituel? Parce que dans la nature, vous avez aussi beaucoup, dans la nature et ailleurs, beaucoup de champs énergétiques, de pensée, de projection, qui sont des champs très harmonieux, très paisibles, etc., mais qui ne sont pas pour autant spirituels. Hein, donc, pour répondre à votre question, je dis oui, dans la nature, vous pouvez, mais aussi avec une interrogation de se dire à quel champ énergétique je me relie. C'est juste, voilà. Mais ça, c'est à nous à répondre. On ne peut pas répondre pour... chacun doit avoir cette attention, quoi. Par rapport à l'échange que tu viens d'avoir, enfin, que vous venez d'avoir tous les deux, il y a vraiment quelque chose qui résonne fort en moi. C'est qu'effectivement, la reliance à quelque chose de spirituel ou de, je dirais, de très élevé. Enfin, je ne sais pas le définir, hein, puisque là, tu dis, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est juste harmonieux? Je ne sais peut-être pas faire la différence. Mais c'est que c'est selon moi, comment je me relie à moi-même, que justement, il va y avoir cette élévation qui va se faire ou pas. Et que du coup, dans la nature, si moi je suis vraiment bien reliée à mon espace spirituel ou que je suis dans l'ouverture du cœur, dans une grande ouverture,
mon ressenti, c'est que là, je vais pouvoir trouver la même lumière, le même espace que dans un temple. Voilà, c'est un ressenti personnel, c'est pas une vérité, mais voilà, c'est ce que ça m'inspire, ce que vous avez partagé. C'est une pratique que nous devons avoir, et c'est à nous à identifier, comme on peut être dans un temple et être déconnecté intérieurement aussi, hein, on est d'accord. Bon, l'avantage d'un temple, c'est que, par contre, si nous sommes intérieurement ou personnellement déconnectés, le principe spirituel, lui, il n'est pas déconnecté, et que dans les temples, enfin celui-là, mais d'autres, hein, les temples des écoles des mystères en général, ont, en plus du champ universel qu'on retrouve partout, ont construit comment dire ça, un extrait condensé d'un champ spirituel. C'est pour ça qu'il y a des temples. C'est quoi un temple? La définition, c'est un espace qui est consacré, qui est limité, délimité, alors qu'il soit fermé ou ouvert dans la nature, hein, à travers les époques. Hein. Il y avait des temples qui étaient ouverts, mais ils étaient toujours délimités. Et la limite, c'était le lieu de focalisation, de concentration du champ universel en champ spirituel concentré. Alors c'est une aide, évidemment. Voilà, donc je disais que ces chants que l'on retrouve sous les temples, face aux endroits des temples, des cathédrales, des grands lieux justement spirituels, il y a quand même bien une relation entre le lieu géographique naturel et le temple. Parce que les énergies qui traversent ces bâtiments sont utilisées justement pour faire monter, disons, la vibration de façon à ce que l'être puisse élever. Donc il y a bien quand même cette relation entre la nature de la Terre et ces énergies qu'on a concentrées justement, comme vous dites. Mais ces énergies sont quand même bien reliées aussi à la Terre. Alors, c'est un peu... il y a peut-être une nuance à apporter. Hein. Oui. Alors, c'est exactement ce qui se passe pour nous. C'est pour ça qu'on parle dans la méditation de l'âme des deux faces de la méditation de l'âme. Il y a la face purement spirituelle et il y a la face qui nous concerne, hein, la face personnelle. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, pour que les flux spirituels soient le plus efficients, entre guillemets, il faut que le corps qui les reçoit soit le plus réceptif possible. Donc c'est exactement ce qui se passe. Il y avait des endroits sur Terre qui sont assez réceptifs, et sur ces endroits réceptifs, on va construire des lieux spirituels parce que c'est plus facile, tout simplement. Après, la question qu'on doit se poser, il y en a deux, c'est justement, faisons-nous la distinction entre un état réceptif, parce que l'état réceptif humain, on peut le pousser très haut. Et c'est pour ça que j'ai évoqué les méthodes de méditation transpersonnelle et fusionnelle. Parce que quand on rentre dans ce type de pratique, vous allez vous faire flasher vraiment. Et vous allez difficilement pouvoir identifier si c'est spirituel ou pas, parce qu'il y a une intensité qui est extrêmement forte. Donc il faut qu'on puisse à un moment donné identifier ce qui est de la nature de la Terre et de notre être aussi, le plus souple possible, avec certaines limites, et ce qui est de la nature proprement spirituelle. C'est une question quand même à se poser, sachant que, j'ouvre une parenthèse, un deuxième point, c'est qu'évidemment, ce qui est aussi sensible, ce qui est un vecteur facile de connexion, l'est aussi pour des pratiques magiques de tout ordre. Hein, nous devons aussi être... voilà, il faut aussi savoir que quand c'est pratique, quand c'est quelque chose qui est un bon tuyau, c'est un bon tuyau pour tout, on est d'accord, hein? Donc il faut aussi se demander, c'est le bon tuyau, pourquoi? Voilà. Il y a une interrogation, hein. Mais ça c'est chacun dans nos pratiques et à avoir ce discernement et à le construire. C'est bien que tu fasses cette distinction entre la perception qu'on a de ce qui se passe autour de nous, et qu'on fasse vraiment la différence avec ce qui émerge de nous. Voilà, parce qu'on peut très facilement se tromper. Donc il faut savoir distinguer ça, parce qu'on peut attraper n'importe quoi et se retrouver dans des états, comme tu disais, être flashé et croire qu'on est arrivé à quelque chose. Et en fait, on n'a rien du tout. On a attrapé des parasites. Dans tout le mouvement New Age à l'heure actuelle, il y a des gens, beaucoup de gens qui se présentent comme des maîtres, qui disent, qui se croient tellement à des hauteurs tellement hautes qu'en fait, ils sont rentrés dans une
une certaine énergie, ils sont possédés par une certaine énergie, ils croient qu'ils sont dans un état spirituel supérieur, ils ne sont que dans une énergie qui est physique ou autre, ou magique, mais ce n'est pas leur feu intérieur qui rayonne. Donc le feu intérieur, quand il rayonne, c'est nous qui apportons quelque chose. On ne va pas chercher quelque chose à l'extérieur, on apporte quelque chose avec son feu intérieur. Voilà. Merci. Est-ce que pour autant, il y a un découplage entre le plan spirituel et le plan terrestre? Dans le taoïsme, on parle de mandat céleste, c'est-à-dire de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, c'est-à-dire avec quelque chose à accomplir et quelque chose sur lequel on va s'aligner si effectivement on retrouve cette connexion avec le plan spirituel. Est-ce qu'il y a dans votre propos cette continuité entre les deux plans? Est-ce que les deux se croisent à un moment donné pour... Je dirais, il y a un plan horizontal, le plan terrestre, il y a un plan vertical, le plan spirituel. Et au croisement des deux jaillit effectivement bien la mission, dans toute sa beauté, ce pourquoi nous sommes là. Quand on était dans le temple, il a été évoqué exactement le symbole que vous évoquez, hein. C'est-à-dire c'est la croix avec au milieu c'est la rose, c'est le projet spirituel qui est la rencontre entre ces deux projets. La rose, ça symbolise quoi? Ça symbolise le principe spirituel qui est à la fois l'organe générateur de l'être spirituel futur, en devenir en tout cas, que nous pouvons mettre en mouvement et accomplir dans notre vie, mais qui est connecté à notre être, mais qui n'est pas un organe de la personnalité. Mais si nous étions 100% étanches, nous ne serions pas sensibles à la nature spirituelle. Donc il y a bien à un moment donné des flux qui passent de la nature spirituelle à la nature terrestre. Mais il faut comprendre que ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que la nature terrestre n'englobe pas la nature spirituelle. Par contre, la nature spirituelle englobe la nature terrestre. Et elle flue à travers nous. Et tout ce dont on parle, c'est-à-dire la recréation d'une conscience et d'un corps spirituel, ça va se passer dans nos fluides à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi quelque part, en partie, mais là il faudrait rentrer dans le détail un peu plus précis, évidemment c'est en partie en nous-mêmes. Et quand je parlais de la phase de la méditation du trouble et de la persévérance, c'est bien parce que nous sommes le terreau des processus chimiques et alchimiques qui vont se passer dans notre être. Et c'est pour ça que nous sommes troublés et déstabilisés, et que nous allons être confrontés à des choses auxquelles nous n'avions pas prévu éventuellement. Mais c'est bien nous qui allons être confrontés à des réalités étranges. Mais nous y sommes confrontés parce qu'il y a un travail spirituel qui se fait dans notre être. Si c'était complètement hors de notre être, nous ne sentirons rien. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de foi dans ces cas-là, d'une force supérieure que nous-mêmes ne savons pas d'où elle vient, enfin voilà, je sais pas. Oui, mais la question c'est toujours, pour moi en tout cas, il y a beaucoup de forces supérieures dont nous ne savons absolument pas d'où elles viennent. Si on fait le point sur nous-mêmes, il faut être clair, hein, si on dessinait la cartographie de ce que nous sommes, mais nous connaissons 2%, 1%, 0,5%. Votre hérédité, votre karma, votre mémoire collective, nationale, etc., c'est énorme à l'intérieur de nous. Nous ne savons absolument rien dessus, quasi rien. C'est une partie de nous-mêmes. Donc c'est quand même... les forces supérieures, il y en a beaucoup. Et effectivement, il y en a qui sont spirituelles, il y en a qui sont de la nature. Et nous ne les connaissons pas, nous connaissons très peu. Nous avons perdu notre sensorium. Nous avons perdu quand même un peu de notre double sensorium. Notre sensorium d'être qui peut capter les réalités des forces qui mettent la nature en mouvement. Nous avons beaucoup perdu en conscience de ce sensorium-là. Et après, nous avons perdu énormément, ou quasi la totalité de notre sensorium spirituel. Et la pratique de la méditation de l'âme reconstruit ce sensorium, de manière à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus cette interrogation de doute de « est-ce que cette force auquel je me relie est spirituelle ou ne l'est pas ?» Parce que le sensorium reconstruit identifie
exactement de quoi il s'agit. Donc une des phases de la pratique méditative, c'est la reconstruction de ce sensorium spirituel. Mais bien sûr, nous sommes entourés de forces supérieures. Et évidemment, de forces supérieures spirituelles qui viennent faire qu'une seule chose, c'est faire vibrer cet organe spirituel qui est à l'intérieur de nous. Pour que, en étant au départ juste un embryon, mais qui commence à vibrer un petit peu, nous puissions être sensibles à ça, nous, avec notre conscience, et donc nous interroger sur cette réalité qui est à l'intérieur de nous, et nous poser les questions de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Si le monsieur demandait par rapport au Tao quel était le projet de vie, quel est mon projet de vie? Mon projet de vie, c'est de pouvoir, ça peut être une fois que j'ai pris conscience qu'il y a cette réalité spirituelle, de faire de ma vie le support de l'expression et de la reconstruction de cette dimension spirituelle. Donc bien sûr, notre projet de vie est complètement connecté au projet de vie spirituel. Si nous le souhaitons, c'est possible, en tout cas. Est-ce que vous pensez que dans la phase de la persévérance, dans la période où on se confronte avec le feu spirituel et on est confronté à des états de détresse ou d'abîme, est-ce qu'il y a des risques de déstabilisation profonde ou des risques d'ordre psychotique ou psychiatrique? C'est une bonne question que vous posez. Les écoles spirituelles connaissent l'intensité des forces spirituelles qui vont nous traverser à un moment donné. Et elles sont organisées en général de façon à ce que justement, s'il y a un terreau qui est fragile, ça peut arriver. On ne choisit pas notre terrain de naissance. Nous naissons comme ça. Mais nous, en tout cas, nous le portons. Et s'il y a un terreau qui est fragile, elles essaient de consolider d'abord le terrain. Et elles ne vous confronteront pas avec des phases avancées de cette méditation de l'âme si vous avez un terrain fragile. En général, non. Après, est-ce qu'il y a... Pourquoi? Parce que, évidemment, s'il y a un terrain qui est déjà fragile et qu'en plus, on ajoute dedans un feu qui va commencer à attaquer des parties du système humain. Ça n'a rien de... Quand je dis attaquer, c'est vraiment au niveau spirituel que ça se passe. On est d'accord, Alors, ça peut créer des déséquilibres forts. Donc, s'il y a déjà un terrain fragile, c'est compliqué. Donc, en général, il y a une grande attention à ça. Et il y a aussi toute une phase de préparation. Et c'est pour ça qu'il y a justement le corps, l'être, la personnalité et toute la partie dans la méditation de l'âme qui concerne la méditation personnelle, qui justement va faire en sorte de reconstruire des choses. Donc on va être attentif à ce qu'on mange, on va être attentif à ce qu'on dort assez, à notre système nerveux, peu importe, à tout un tas de choses, petit à petit, qui vont consolider notre système. Et la guérison, toujours les 4 racines du mot méditer, elle ne va pas nous guérir à 100%, on va être des êtres mortels, mais par contre, elle va quand même stabiliser un ensemble de choses. Et si à un moment donné, il faut aller voir un médecin parce que nous sommes malades, alors il faut aller voir un médecin. Il y a 0 question à se poser là-dessus. Mais vous avez raison de poser. Il faut, et c'est pour ça qu'il y a une attention, il faut un terrain nous devons être attentifs à ça. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup, et que nous ne conseillons pas voir plus que ça, que nous ne pratiquons jamais en tout cas, toutes les méthodes de méditation transpersonnelle et fusionnelle, parce que justement, elles exacerbent ces processus et que c'est vraiment dangereux. Et de quelle manière, justement, elles les exacerbent? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais par exemple, il y a des pratiques qui... Il y a 2 courants, en fait. Il y a celles qui essayent au maximum d'élever des aspects de la conscience ordinaire dans le champ
de ce qu'on appelle le soi supérieur, qui est une couche atmosphérique de notre être, extrêmement puissante, pas spirituelle, mais extrêmement puissante. Et donc il y a des méthodes qui essayent d'élever notre conscience dans ce champ-là, mais nous ne maîtrisons rien quand nous faisons ça. Et d'autres méthodes qui, au contraire, essayent de faire descendre ces réalités-là dans notre conscience. Mais en réalité, en final, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire, c'est des risques de comment on appelle ça, d'obombrement, c'est ça le mot peut-être? C'est-à-dire dans lequel la conscience ordinaire peut être... La conscience, c'est quoi? C'est une concentration organisée d'un ensemble fluidique. C'est ça notre conscience, hein? Quand nous mourrons, désorganisation de la concentration fluidique, plus rien. Et dans ces pratiques, il peut y avoir une explosion de cette concentration. Et il n'y a plus de concentration fluidique, vous n'avez plus votre conscience individuelle. Individuellement, le risque, c'est de ne plus exister ou d'être en partie plus stabilisé dans votre existence de conscience. Entre autres, hein, mais il y a d'autres aspects aussi. On est très attentif à l'intégrité de la conscience humaine sur un chemin spirituel. On ne rigole pas avec ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on ne touche pas, par exemple, à toute la structure énergétique par notre conscience, les chakras, les kundalini, etc. On ne met pas les mains là-dedans. Où est-ce que vous mettriez le souffle? Enfin, est-ce que c'est un point d'appui dans les méditations personnelles ou quoi? Ou... Je sais pas, ça me vient. C'est compliqué, hein, parce que le souffle, c'est quelque chose qui est multiple, on est d'accord? On a un souffle d'air, on a un souffle du cœur, on a un souffle de la vision, on a un souffle spirituel, on a beaucoup de souffles en nous. Hein. Donc, dans quoi on le met? Ça dépend toujours de... C'est toujours à cheval. Quand vous êtes dans une atmosphère d'un lieu, vous respirez ce lieu. Et vous avez de suite conscience d'une atmosphère qui est agréable ou pas agréable, ou paisible. Il y a des gens, comme vous disiez, monsieur, hein, ils rentrent dans un endroit, ils sortent. Parce qu'ils sentent de suite que l'atmosphère, ça ne va pas. C'est atmosphérique. Donc le souffle, il peut être porteur d'une réalité atmosphérique humaine, avec toutes ces gradations, de la plus sombre à la plus lumineuse, mais il peut être aussi le porteur d'une réalité spirituelle. Donc on est au croisement de deux réalités, quoi. Hein. Mais ça dépend. Ce qu'on disait, hein, la méditation, c'est un état d'être. C'est pas une pratique, quelque part. Alors si nous vivons par l'âme, notre souffle inspire aussi des réalités de l'âme, en fait. Il inspire aussi des réalités chimiques, vitales, mais il inspire aussi des réalités de l'âme. Je posais cette question parce que dans des pratiques de méditation, on travaille avec la respiration, quoi. En fait, oui, mais là, la plupart, en général, sont plutôt des... Parce qu'en fait, il y a des principes chimiques aussi de combustion, etc. On fait rentrer de l'oxygène, il y a tout un tas de choses qui fait qu'en fait, ça va, et ne serait-ce que entre la respiration par les poumons et ventrale, ceux qui ont fait ça, c'est purement là par contre de la méditation ou des pratiques personnelles, hein, ça vous apaise, puis voilà, c'est juste physiologique là, hein, par contre. Voilà. Ça sera rapide parce que j'ai déjà parlé, mais par rapport au souffle, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de vivre le souffle, non pas par je respire, mais qu'est-ce qui respire au travers de moi, pour justement atteindre cet espace plus spirituel. Voilà. Qu'est-ce qui me respire? Monsieur, vous voulez... Vous avez parlé de la phase de trouble, mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi une phase pour mes expériences personnelles, une phase de dualité entre une activité mentale assez envahissante par rapport à
au souhait de contacter son moi intérieur, et c'est assez déstabilisant, et peut-être que, je ne sais pas, je suis peut-être venu ici pour rechercher ça, des techniques pour essayer de mettre de côté le mental et essayer d'atteindre sa richesse intérieure qui est, à mon avis, différente de l'activité mentale, qui est plus concentrée sur ce qu'on fait à l'extérieur et non pas à l'intérieur de soi. Oui, bien sûr. Hein. Là, vous êtes typiquement dans, justement, d'un côté, l'individu, hein, avec voilà, ses réflexions mentales et de temps en temps ses volontés de percer mentalement, etc., avec toutes les limites que nous avons en tant qu'individu. Et de notre côté, ce sentiment de cette réalité intérieure qui est tout autre chose. Et donc effectivement, il y a un équilibre qui a trouvé et qui est très différent, parce que nous sommes tous différents dans notre équilibre. Et il y a effectivement une attention et c'est toute la partie de la méditation personnelle de l'âme qui va veiller à notre mental, qui va veiller par l'observation sans action. Il y a un pouvoir qu'on utilise peu, je ne dis pas jamais mais peu, c'est que nous sommes des êtres réactifs. Ça veut dire quoi? C'est soit nous attirons, soit nous repoussons. Nous utilisons souvent ces deux pouvoirs-là. Et nous sommes très bons dans ces pouvoirs-là. Et ils sont très utiles. Mais il y a un autre pouvoir, c'est le pouvoir de neutralisation. De neutralité, plutôt. Pour être plus précis, ce n'est pas de neutralisation. Nous ne repoussons pas, nous n'attirons pas. C'est une action qui fait partie de la méditation personnelle de l'être, mais qui est extrêmement puissante. Et nous devons utiliser ce pouvoir. C'est un pouvoir que nous avons. À chacun de nos organes intérieurs, nous avons cette possibilité-là. Aussi pour les émotions, par exemple. Parce que l'on parle, pour vous peut-être c'est le mental, pour d'autres c'est la vie émotionnelle qui est débordante. Et nous avons aussi ce pouvoir de neutralité dans notre vie émotionnelle. Et nous devons apprendre à utiliser ces pouvoirs. Pas parce qu'ils vont nous spiritualiser, mais c'est parce qu'ils vont laisser exactement ce que vous dites, l'espace pour que la réalité spirituelle s'exprime et se construise et se développe. Peut-être on peut arrêter là. Je crois que nous avons à moins qu'il y ait une dernière question, hein, mais il y a peut-être un bon programme encore qui nous attend et peut-être on peut prendre l'air 5 minutes, Stéphane, un café, je ne sais pas. Ben, c'est super, c'est génial, très bonne idée. Regardez, il y a le soleil qui nous attend.